travers l'histoire de Langres, cette cité a réussi le pari, parce que c'en est un, de se raconter sa propre histoire. On va parler de la légende du roi Longo, et puis on va parler de Saint-Mamet. Donc c'est pour ça qu'on va aller dans la cathédrale éponyme, c'est Saint-Mamet. Je pense qu'on peut avancer le fait qu'on n'en serait pas là. On ne serait pas là aujourd'hui dans cette ville de moins de 8000 habitants, mais quand même, il nous en reste 7500. Cette ville n'aurait peut-être pas continué à être une ville si effectivement elle ne s'était pas racontée cette histoire, cette légende de Saint-Mamet qui va renforcer le pouvoir de l'évêque, le pouvoir de la ville qui commençait à lui faire concurrence. Voilà. Donc on va aussi parler de quelque chose qui peut paraître comme paradoxal, comment une fiction, comment un récit, comment le langage peut permettre de modifier le destin d'une ville. Voilà, alors ça nous paraît évident quand on est Langrois de trouver une cathédrale à Langres. Ça l'est moins si on pose la problématique de la présence de ces cathédrales par rapport à une référence politique, démographique actuelle. Langres n'est plus qu'une petite sous-préfecture d'un petit département. Une cathédrale, c'est dans une grande ville. C'est pas forcément le cas. Une cathédrale, c'est à l'image du pouvoir de l'évêque. L'évêque, pendant très longtemps, a eu un pouvoir énorme. Ce qui fait que nous sommes dans cette cathédrale qui, depuis plus de 850 ans, est le bâtiment le plus emblématique de la ville, avec ses voûtes qui font 23 mètres de haut, cette nef centrale qui fait jusqu'à 11 mètres de large, et puis 100 mètres depuis la porte de la façade ouest jusqu'aux chapelles rayonnantes. Donc depuis 800 ans, on n'a pas construit plus grand, plus haut. Et si on l'a construit, c'est parce qu'il fallait bien évidemment donner un signe très fort par rapport au pouvoir épiscopal qui aurait pu durant le haut Moyen-Âge, être concurrencé au point que Langres ne soit plus cette cité épiscopale dont elle peut encore s'enorgueillir. Je vais vous raconter la suite dans quelques instants. Donc on va retrouver Saint-Mamet, alors pas en chair et en os, surtout en os en l'occurrence. Voilà, pour parler de Saint-Mamet, nous sommes devant un bas-relief de la fin du XVIe siècle, qui s'appelle le bas-relief de la translation des reliques de Saint-Mamet. Une belle sculpture qui montre certes la ville de Langres à la fin du XVIe, avec en particulier la cathédrale telle qu'elle était à l'époque. Donc le vaisseau, bien évidemment, médiéval est là, mais là on a l'ancienne façade, donc sans les deux tours que l'on connaît, ces deux tours ayant été reconstruites au milieu du XVIIIe siècle. Alors, cette légende raconte comment, au 8e siècle, un pèlerin venant de Cappadoce, donc une des provinces de la Turquie actuelle, s'est arrêté un beau soir au pied de la ville de Langres et surtout au pied d'un arbre qui se trouvait du côté de l'actuel faubourg des Franchises, donc sur les pentes est du plateau. Ce pèlerin, il portait dans un sac une partie des reliques de Saint-Mamet, donc un os de la nuque de ce saint. Le lendemain matin, impossible de retirer le sac de reliques de l'arbre. Il demande à l'évêque et à son chapitre, tous les chanoines du chapitre de Langres. Le chapitre, c'était la communauté des prêtres qui élisaient l'évêque en son sein. On se réunit et quelqu'un a une idée géniale. Saint-Mamet a envie de rester à Langres et donc on va lui trouver une place. Notre cathédrale s'appellera désormais Saint-Mamet, encore une fois, on dévince Saint-Jean-Baptiste, pour le remplacer par Saint-Mamet, dont on avait au moins les reliques.
dès que ce vœu a été prononcé, les reliques sont tombées comme par magie entre les mains de l'évêque. Ça, c'était le premier épisode. Second épisode, notre évêque rentre dans la ville avec le sac chargé des reliques de Saint-Mamet. Et donc il va rentrer dans la ville par la porte des Moules, prendre l'actuelle rue Diderot pour déposer les reliques dans la cathédrale. Au 8e siècle, donc durant le Haut Moyen-Âge, Langres a un problème politique, un problème d'autorité sur son territoire. Les évêques de Langres sont de plus en plus souvent à Dijon, ils y restent de plus en plus longtemps. Voilà, Dijon qui est une ville qui est moins importante à l'époque que Langres, mais qui commence à avoir une influence sur les marges sud du diocèse de Langres. Le clergé langrois, ne pouvant pas concurrencer l'influence de Dijon sur le caractère historique de la christianisation. Donc Dijon a été christianisé avant Langres, et pourtant Langres est la patronne de la capitale de ce diocèse. Un saint régional. On va aller chercher très loin, en Orient, ce saint Mamet, faiseur de miracles, très connu à l'époque. Pour les chrétiens d'Orient, saint Mamet, pour les orthodoxes, c'est quelqu'un de très important. Et donc, on ne connaît pas, bien évidemment, les circonstances exactes de la translation des reliques, comment elles sont arrivées à Langres. Siècle après siècle, des récits, des corpus entiers de fiction qui vont prendre la forme de manuscrits, y compris un en 2 volumes perdus depuis des siècles, rédigé par Godefroy de la Roche-Vanneau en 1147. Godefroy de la Roche-Vanneau, c'est l'évêque qui va lancer le chantier de l'actuelle cathédrale où nous sommes. Donc Godefroy de la Roche-Vanneau va rédiger 2 tomes de la Passion de Saint-Mamet, un ouvrage totalement imaginaire, mais qui va renforcer le pouvoir de l'évêque sur son propre territoire pour concurrencer Dijon, qui commençait à monter. Donc entre le 8e et le 18e siècle, eh bien effectivement, l'autorité du siège épiscopal de Langres ne sera pas officiellement remis en question. Il y a eu de nombreux essais de la part de Dijon, entre le 8e et le 18e siècle. Saint-Mamet, et de son arrivée à Langres, a été suivi durant les siècles qui ont suivi donc ce 8e siècle, puisque lors du sac de Constantinople, après la 4e croisade, qui est un échec total en 1209, on arrive à chipper le reste de la calotte de Saint-Mamet à Constantinople, conservée à Constantinople, que l'on ramène ici à Langres. Un petit aparté sur cette légende que l'on a oubliée parce qu'il n'y a plus de lieu qui porte la mémoire, le souvenir de ce roi légendaire, Longo, qui est une invention totale d'un chanoine de Langres qui était l'oncle de Jean Roussat. Jean Roussat a été le maire de Langres à la fin du XVIe siècle, pendant les guerres de religion. Il a une rue à son nom. Donc Richard Roussat est chanoine de la cathédrale, et en 1550, il rédige un ouvrage où l'objectif de cet ouvrage, c'est de compiler l'histoire de la ville de Langres depuis ses origines. Alors là, on est plus au 8e siècle. Dijon est désormais une grande cité qui n'a pas encore son diocèse, donc on a bien résisté jusqu'au XVIe siècle. Mais le problème du milieu du XVIe siècle, c'est que le catholicisme est concurrencé petit à petit par une nouvelle religion, par le protestantisme. Et donc, c'est une période de doute, et il faut se rassurer.
pour se rassurer, on va chercher dans l'histoire de cette cité, quitte à ce que cette histoire soit imaginée, soit augmentée, comme la réalité humainement. Richard Roussat va en appeler à l'Ancien Testament et va faire en sorte que Langres se rattache à l'histoire universelle qui, à l'époque, pour un chanoine, ne peut être que l'histoire catholique, la Bible, l'Ancien Testament. Et comme Paris a été fondé par Paris, le Troyen, comme Reims a été fondé par Rémus, celui qui lui aussi a fondé la ville que l'on connaît, eh bien forcément Langres a été fondé par Longo, le lointain descendant de Japhet, lui-même fils de Noé. La légende du roi Longo raconte que, alors là aussi je vous la fais courte parce que ça a donné quelques ouvrages anciens qui ne sont pas évidents à lire, mais la légende raconte que Longo, qui a hérité de l'arche de son arrière-grand-père, voguait depuis très longtemps. Il cherchait bien évidemment une terre où s'installer. Lors d'une nuit sans lune, il s'échoue sur un rocher, il laisse passer la nuit, et le lendemain, il part en exploration et il trouve un éperon qui s'avance sur les flots. Ça va devenir Langres. Il a échoué l'arche de Noé, son ancêtre, là où plus tard on aménagera la porte de Longo, la porte de Longeporte, qui a gardé pendant quelques siècles quand même le souvenir de ce roi légendaire qui va fonder cette ville qui s'appellera Langres, puisque lui s'appelle Longo. Alors c'est totalement inventé. Longo n'a jamais existé. Alors il y en a d'autres, on pourrait parler de Saint-Didier également, et ça on verra ça plus tard. Mais régulièrement, dans l'histoire de cette ville, on a éprouvé le besoin, la nécessité de s'inventer sa propre histoire, son roman local, pour tout simplement assurer la pérennité de cette cité. Et peut-être que ça peut donner des idées maintenant pour plus tard. Effectivement, on est dans une période de doute actuellement, et à défaut de savoir où on va, rappelons-nous d'où on vient. Il y a des moments d'accélération de l'histoire qui correspondent à une période où les habitants ont envie d'y croire. Parce qu'il faut aussi que ça corresponde à un besoin, à une nécessité collectivement partagée. Mais force est de constater que, à la fois pour Saint-Mamet ou pour Longo, ça a plutôt bien marché. Voilà. Donc je vous propose de nous donner rendez-vous dans quelques temps, quand Langres aura trouvé en elle-même, dans son histoire, de quoi inventer son propre destin, à partir d'un substrat réel et communément admis et partagé.